Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence. Donc, je suis Carole Frélin et j'interviens en tant que représentante de Sud Vin Bio pour la fête du vin bio qui a lieu actuellement et la conférence de ce soir dans ce cadre-là. Je vais vous faire une présentation brève de cette association interprofessionnelle. C'est une association qui a été créée en 1991 par des producteurs et pour accompagner des producteurs de vin bio spécifiquement, dans la conversion et dans la conduite ensuite de la viticulture bio tout au long des années. C'est une association qui rassemble à ce jour, que je ne dise pas de bêtises, 1100 producteurs sur la région Occitanie et qui est organisatrice d'un salon qui a lieu actuellement, qui est réservé aux professionnels, qui s'appelle Millésime Bio. Et en marge de ce salon, nous avons donc voulu mettre en place la fête du vin bio pour s'ouvrir au grand public, qu'on ne touchait pas avec ce salon. Donc la fête du vin bio, pour rappel, a démarré samedi dernier, le 27, et a lieu jusqu'à ce samedi. Elle est donc en cours. Et son objectif, c'est de vous faire découvrir, redécouvrir les vins bio au travers d'un itinéraire urbain sur Montpellier et sa métropole. Nous avons un peu plus d'une cinquantaine de partenaires, que ce soit des cavistes, des restaurateurs, des caves à vin, etc. Vous pouvez retrouver la liste de tous les participants dont vous faites peut-être partie dans le public sur lafêteduvinbio.com qui explique cette démarche. Et vous pouvez trouver aussi des renseignements plus précis sur le vin bio, même si ce soir, on va vous éclairer sur ce domaine-là, sur levinbio.fr, qui est un site que l'association interprofessionnelle Sud Vin Bio a mis en place pour répondre aux questions qui peuvent se poser sur le vin bio. Voilà, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour, alors nous sommes réunis pour un peu plus d'une heure de conférence. Je vais d'abord passer la parole aux personnes qui sont sur l'estrade, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez au moins 15 minutes pour poser des questions, si possible sur le sujet, mais pas que, à la fin. Alors je vais commencer par présenter. Je peux me présenter, moi je m'appelle Ophélie Neyman, je suis journaliste pour Le Monde, spécialisée sur le vin, et on essaye de consacrer une grande place sur les vins bio et surtout sur le changement climatique et l'adaptation des vignes au changement climatique. Je suis ravie de pouvoir faire cette conférence ce soir. Je commence à vous présenter. Alors, Gabi Bénissieux, d'abord, vous êtes sommelière au restaurant Aponem dans l'Hérault, plus exactement à Vélan. C'est Vaillant, pardon. C'est à 60 km d'ici à peu près. Hein. Oui, 75 km, ouais. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Dans un cadre très très sauvage, une nature très préservée. Vous avez reçu le prix Michelin de la sommellerie 2023. Vous représentez ce qu'on peut appeler une sommellerie engagée. On va revenir dessus tout à l'heure. Vous êtes présidente du challenge Millésime Bio en ce moment. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que vous n'avez pas fait d'école hôtelière. Vous avez un parcours un peu différent. Vous avez fait un master à la Sorbonne, un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'univers sensoriel au XVIIe siècle. Et c'est ça qui vous a amené au vin et qui peut peut-être expliquer votre approche assez singulière, votre singularité dans le monde du vin. C'est vrai que je suis tout sauf classique et ce parcours un peu atypique m'a mené dans les vins. Et je pense que ça sert vraiment la cause, en fait, d'être atypique. Donc, vous êtes là ce soir, d'ailleurs, on est ravis de vous recevoir. Voilà, je suis très honorée d'être là ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Très honorée. Je me tourne de l'autre côté. Laure Verdeau, vous êtes donc directrice de l'agence Bio depuis 2021. L'agence Bio, pour expliquer, c'est l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Je précise que c'est un groupement d'intérêt public. C'est important parce que ça rassemble les pouvoirs publics à travers les ministères et les professionnels. Auparavant, vous avez accompagné des petites et moyennes entreprises françaises dans leur stratégie de développement, en particulier dans le secteur alimentaire. Donc, si je ne me trompe pas, vous êtes parfaitement consciente des enjeux et des défis que peut affronter une entreprise viticole dans sa volonté de transition écologique à l'aune de ce changement climatique. Oui,
Tout à fait, merci. Bonsoir à tous. Merci à Millésime Bio d'ouvrir les chakras du salon professionnel sur le grand public. Donc, effectivement, on est, nous, Agence Bio, une agence d'État au service de l'intérêt général. Donc, spoiler, je ne suis pas le lobby bio. Donc, que vous achetiez bio ou pas à la fin, moi, j'ai pas de bonus de fin d'année. Donc, moi, notre mission d'intérêt général... Ah non, désolée. Et donc, je ne suis pas actionnaire chez Biocop. Et nous, notre mission d'intérêt général, c'est de faire en sorte que les citoyens soient informés pour faire des choix éclairés en tant que consommateurs. Parce que ça paraît difficile. Moi-même, quand j'ai des invités qui débarquent chez moi et qui me disent « Je n'ai pas trouvé une bouteille de vin bio, mais j'ai une bouteille de vin vegan », je me dis que tout reste à faire en matière d'information du citoyen. Donc, oui, et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de resituer l'enjeu du viticulteur et du vigneron bio dans la transition à la fois alimentaire et agricole, parce que certains d'entre vous, peut-être, sont des voisins d'agriculteurs. Et souvent, l'agriculteur bio, c'est celui qu'on aime avoir comme voisin, mais qu'on ne soutient pas forcément une fois qu'on a franchi la porte du supermarché. Donc, ce sera l'occasion d'en parler pendant la conférence. Merci Laure. Je me tourne de votre côté, Serge Zaka. Vous, on va pouvoir parler climat avec vous, puisque vous êtes agro-climatologue, ingénieur agronome et chasseur d'orage. Alors, vous avez démarré très tôt, j'ai lu, à 13 ans déjà, vous rejoignez l'association InfoClimat. C'est une association qui favorise l'échange de données et de connaissances autour de la météo et du climat. En 2016, vous publiez une thèse sur le lien entre le réchauffement climatique et les rendements agricoles. Mais le grand public vous connaît surtout depuis 2021. Alors, pour deux raisons. D'abord, une photo incroyable qui a reçu le prix du public de la meilleure photo du monde avec la capture d'un orage sur la baie de Cannes. Mais surtout, on vous découvre en tant que lanceur d'alerte sur les impacts du changement climatique sur la production agricole. Vous avez, avant tout le monde, annoncé l'épisode de gel qui a ravagé l'agriculture en avril 2021. Et vous faites un énorme travail de vulgarisation et de lutte contre les thèses climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, notamment X, ex-Twitter. Vous avez 89 000 abonnés. Il reste encore du travail face aux climato-sceptiques ? Quelle question. Alors en réalité, il y a quand même une différence entre la vraie vie ici, enfin j'espère, et X, parce que sur X, il y a beaucoup de climato-sceptiques. En fait, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. Dans la salle, j'espère qu'il n'y a pas de climato-sceptiques, sinon ça ne va pas le faire. Mais en réalité, dans la vraie vie, oui, je ne suis pas confronté à ce genre de tests climato-sceptiques, puisqu'ils interviennent avec des pseudos anonymes et ils n'ont pas forcément les ovaires ou autre chose pour venir me voir dans la vraie vie. Donc oui, je suis connu pour, on va dire, affronter les climato-sceptiques, mais ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est vraiment que je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat pour retrouver d'ici 2050, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le voir, une agriculture qui soit toujours aussi forte, tournée vers la qualité française, et pas qu'on a continué à faire exactement la même chose en se disant ça va passer crème et qu'on s'est pris un mur et que d'autres pays ont pris le dessus sur nous. Merci. Et je termine avec vous, Marc-André Sellos. Pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, il va falloir vous présenter encore. Vous êtes biologiste, spécialisé notamment en botanique et en mycologie. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, au sein de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité, c'est ça ? Également responsable de l'équipe interaction et évolution végétale et fongique. Vous êtes, par ailleurs, et entre autres, je ne vais pas tout citer, membre de l'Académie d'agriculture de France, président de la Fédération Biogé, qui rassemble les académies et des sociétés scientifiques pour mettre les savoirs et les démarches de la biologie au cœur des questions sociétales et au service du citoyen. Alors, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais le grand public vous connaît pour vos talents de vulgarisateur, que vous avez appliqués, j'espère. J'ai le micro qui se décroche. Mais il connaît peut-être moins votre passion pour la vigne et le vin, qui s'exprime notamment à travers la rencontre des cépages modestes. Il y a un vrai lien entre la mycologie, la botanique et les cépages ? Bon, de toute façon, il n'y a pas de vie sans champignons, hein. Alors, je vous laisse élaborer ça pour votre vie à vous, mais pour ce qui est de la vigne, c'est des champignons qui la nourrissent dans le sol. Les feuilles sont protégées par des champignons. Le type de champignon qu'il a modifie même le profil tannique d'un cépage donné. Ça a été démontré. Et finalement, c'est les champignons qui vont faire le vin, les levures. Donc, en fait, pour un mycologue, c'était un petit peu un risque. D'autant que si je peux juste un petit point personnel, c'est
ayant été mycologue de longue date, c'est pas facile d'identifier les champignons. Donc pour identifier les champignons, on les sent, on les goûte. Aucun ne sont toxiques par contact, il faut recracher. Et donc, en fait, moi j'ai passé mon enfance à apprendre à goûter des trucs et à déterminer des arômes. Et puis un jour, j'ai découvert le vin. Et là, bon, c'est un peu la même chose, mais en mieux, parce que les goûts qu'on goûte dans les champignons, c'est pas toujours, c'est souvent mémorable. Mais... Et là, en plus, on n'est pas obligé de cracher. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, je pense que la biologie donne énormément de sens aux gestes des vignerons et des viticulteurs. Et inversement, d'ailleurs, je pense que l'étude de l'agriculture en général, et de la viticulture et de la fabrication du vin en particulier, donne beaucoup de sens à la biologie, ou beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, moi, les étudiants que je forme à l'agrégation, aussi bien à l'ENS de Lyon qu'à Paris, au Muséum, je les emmène chez les viticulteurs, dont j'ai remarqué d'ailleurs qu'ils étaient à millésime bio. Donc je ne les choisis pas n'importe comment. Je les emmène chez des viticulteurs et on regarde qu'est-ce que c'est que le traitement de la vigne, qu'est-ce que c'est que la fermentation du vin. Et en fait, il y a d'énormes leçons de biologie. Donc en réalité, il y a une forme de continuité, une forme de logique. Super. Je vous laisse passer le micro alors, parce que c'est avec vous que je vais démarrer en introduction, pour démarrer sur des bonnes bases. Je voudrais vous poser une question purement pédagogique, parce qu'on oublie souvent qu'un vin bio, c'est pas un vin sans traitement, qu'il y a des cahiers des charges précis, que depuis 2012, ça ne se passe pas qu'à la vigne mais au chai. Alors voilà, tout simplement, c'est quoi un vin bio? Alors, on va reprendre les bases. Voilà. J'imagine que même si on a un auditoire qui est particulièrement qui est déjà en piste rouge, je ne sais pas, des labels, on va peut-être reprendre en piste bleue. Un vin bio, c'est un vin qui a été vinifié en bio, mais dont le raisin a été cultivé en bio. Qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique? Donc vous avez le Refeuille qui est là, et puis au-dessus, vous avez le label AB. En fait, ces deux logos, ils représentent la même chose. Ils représentent le respect d'un cahier des charges agronomique, je dis bien agronomique, de 300 pages, qui est un règlement européen. Donc c'est la loi, sa valeur de loi. C'est un peu comme si le label bio, c'était l'euro garanti par la Banque de France. Vous avez plein de labels pseudo-écolos qui souvent sont l'équivalent de crypto-monnaies, qui sont des démarches à des allégations privées. Mais là, pourquoi? C'est un diplôme d'État d'agroécologie, parce que c'est certifié plus d'une fois par an, puisque tous les agriculteurs bio les viticulteurs doivent être certifiés par un organisme certificateur, au moins une fois par an. Et en plus, il y a des contrôles surprises. C'est garanti donc par la loi. Depuis 2009, il n'y a pas de label bio européen ou français ou espagnol. C'est tout le monde est logé à la même enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire dans les vignobles? Ça veut dire que sur les 455 substances chimiques autorisées en agriculture en Europe, le bio dit, nous, on va se passer de tout l'arsenal chimique de chimie synthétique. C'est-à-dire toutes les molécules inventées à peu près après la bouillie bordelaise au XIXe siècle, niet, elles sont interdites. Parce qu'on veut utiliser que des substances naturelles, c'est-à-dire celles que la nature peut gérer. Par exemple, le cuivre, le soufre, la nature, ça fait des millions d'années qu'elle gère, elle peut. En revanche, une molécule qui a été développée par une firme d'agrochimie récemment, elle va peut-être mettre des milliers d'années à la dégrader, à la gérer sans déséquilibrer l'écosystème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 57 substances chimiques autorisées sur les vignes. Ça veut dire qu'on ne traite jamais la plante, on traite toujours le sol. Et ça veut dire qu'on n'utilise jamais d'engrais synthétiques, c'est-à-dire ces engrais qu'on importe, qu'on ne sait pas fabriquer en France, les engrais azotés, qui sont très énergivores, dont le prix a flambé. Donc c'est vraiment... on se dit qu'il y a eu 10 000 ans d'agriculture, 10 000 ans d'agriculture bio. On a ouvert une parenthèse chimique il y a à peu près 100-120 ans. Et les bio ont décidé, bon, nous, on va quand même continuer comme il y a 10 000 ans et on va produire en se privant de toute la chimie synthétique. Et on va ensuite vinifier la grappe selon le cahier des charges biologiques. Et là, qu'est-ce qu'il dit le cahier des charges biologiques? Il dit il y a 320 additifs autorisés. Nous, pareil, on va supprimer tout ce qui est chimie de synthèse et on va prendre que les additifs, donc 47 en l'occurrence, autorisés par le cahier des charges bio. Et donc c'est un cahier des charges de 300 pages qui a valeur de loi et qui est agréé notamment par des contrôles. Et je finirai là-dessus, c'est l'INAO que vous connaissez pour les autres signes de qualité, AOP, IGP, qui chaque année agrée, là en ce moment il y en a une dizaine, d'organismes certificateurs, donc c'est Bureau Ecocert, Veritas, et ces auditeurs viennent, et c'est du temps humain. Et souvent on entend dire oui mais moi j'ai pas envie de payer pour être contrôlé, sauf que c'est la garantie de l'objectivité et que du fait que on est toujours mieux contrôlé par quelqu'un dont c'est le job plutôt qu'un bénévole. Voilà pour le panoramique de ce qu'est un vin bio.
Je crois que vous êtes assez méfiante sur le flou qu'on peut trouver sur certaines étiquettes, quand on voit des étiquettes de vin toutes vertes avec marqué nature dessus. Ça ne veut pas dire bio, on est bien d'accord. Et quand vous faisiez tout à l'heure la plaisanterie sur vegan, on a énormément de choses sur sans soufre, vegan, biodynamie, respectueux de l'environnement. Alors moi, je le vois quand je le traite pour le journal Les Foires au vin, où à longueur d'interview, les gérants vins de la grande distribution me disent « Ah oui, mais on met respectueux de l'environnement et puis on va mettre tout plein de choses dedans. » Comment on se repère là-dedans? Alors, déjà, on se méfie. Quand quelqu'un vous dit non, moi je suis pas certifié, mais je suis presque bio, on se dit mais est-ce que je me ferais opérer par un presque chirurgien? Genre, j'ai pas le diplôme, mais faites-moi confiance, c'est comme si j'étais bio. Enfin, c'est pareil, est-ce que je me ferais défendre par un presque avocat? Non. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y ait la loi pour avoir un tiers de confiance, pour être sûr de ce qu'on a en face de soi. Et puis, quand on investit sur un vin, être sûr du retour sur investissement environnemental. Actuellement, la bio n'est pas parfaite, on est d'accord, mais c'est la forme d'agriculture dont on sait, c'est prouvé par des gens qui sont au service de l'intérêt général, qui sont des chercheurs, par l'INRAE par exemple, par l'ITAB, que c'est la forme d'agriculture qui rapporte au collectif. C'est-à-dire qu'on va en parler, mais personne ne le conteste, même pas Bayer Monsanto, l'agriculture bio, c'est 30% de biodiversité en plus sur les surfaces. C'est 30% d'emplois en plus sur la ferme. Pas que parce qu'il faut arracher les chardons à la main, mais aussi parce que c'est vraiment dans l'ADN des bio de vendre sur le point de vente. D'ailleurs, le premier circuit de distribution du vin bio, c'est la vente directe. C'est bien la preuve qu'un vin bio, ça se vend encore mieux quand on l'explique. Donc, toutes les allégations marketing, c'est très bien parce que ça prouve que le vent de l'histoire est dans les voiles du bio, puisqu'il y a une espèce d'inquiétude sur les pesticides, il y a la volonté d'engager la transition agricole. Le sujet, c'est est-ce que pour chaque euro qu'on paye sur ces allégations, on a vraiment un retour sur investissement collectif, sur nos biens communs. Et je parlais de la biodiversité, il y a les sols, dont il y a des meilleurs spécialistes que moi ici, il y a l'eau. C'est pas pour rien que les agences de l'eau, elles vont voir les agriculteurs à proximité des zones de captage et elles disent s'il vous plaît, passez en bio. Et là, le problème en ce moment, c'est que quand une agence de l'eau va demander à un agriculteur près d'une zone de captage de passer en bio, l'agriculteur lui dit bah, écoutez, je suis pas sûr parce qu'on me dit qu'il n'y a pas trop de marché, donc vous vous rendez compte, on est en train de maintenir du coup des pesticides de synthèse dans les champs à défaut de marché. Donc c'est pour ça que votre consommation, elle est clé. Donc si on prend juste les grands labels qui tournent en tête quand on pense quand on achète du vin, bon, le vin vegan, je vais le laisser de côté, c'était plus pour la blague. C'est parce que vous savez. Non, mais il y a Terravitis pour parler de choses peut-être plus sérieuses. Alors, ceux qu'on nous mentionne le plus souvent, c'est bien sûr HVE, qui est un référentiel d'État qui se veut haute valeur environnementale. Et donc, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans pour situer que le bio est éventuellement très haute valeur environnementale, très HVE, puisqu'il y a la possibilité de mettre, par exemple, des pesticides de synthèse dans le label HVE. Le vin vegan, c'est un vin où on dit qu'on n'a pas collé avec la colle de poisson et du blanc d'œuf pour enlever les impuretés. Mais ça ne veut pas dire que la grappe qui a servi à faire le vin n'a pas été cultivée avec éventuellement un peu de glyphosate. Ça, c'est une première chose. Donc. Et surtout, juste quand on est en bio, on a besoin de fertiliser avec le lisier, les fientes, on a besoin d'animaux, on a besoin d'élevage. On ne peut pas éradiquer l'élevage. Donc c'est assez paradoxal d'avoir du vin vegan, parce que ça veut dire se passer d'élevage et ne pas pouvoir fertiliser naturellement, donc fertiliser avec des engrais de synthèse qui sont importés de l'étranger. Il y a le vin nature. Alors ça, le vin nature, ça veut dire que rien n'a été ajouté après. Mais là encore, rien ne vous garantit que ça n'a pas été glyphosaté dans le champ juste avant. La biodynamie, alors ça, c'est les talibio. C'est-à-dire c'est ceux qui sont bio, mais en plus qui rajoutent des options. Et en général, oui, il faut déjà être bio pour pouvoir demander un label exactement, Déméter. C'est l'option en plus. Et d'une manière générale, il y a eu une étude qui a été produite par l'université de Berkeley et Cage sur l'ensemble des notes reçues par les vins, et ça a été croisé avec si les vins étaient bio ou pas. Et donc ils ont pris ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour collecter toute la data disponible. Ils ont pris le Wine Spectator, le Parker, etc. Et qu'est-ce qui est apparu? C'est que si on croise les notes reçues par toutes les revues du monde par les vins et qu'on croise s'ils sont bio ou pas, en moyenne, les bio, ils ont 14 points de plus. Donc là, on a le fait que, au-delà des allégations environnementales ou pas, on a un label bio qui non seulement
est une sécurité et un gage de confiance, mais en plus a des vertus gustatives. Mais ça, je laisserai. Alors justement, j'ai passé la parole à Gabi Benicio sur ce sujet-là parce que ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez. C'est vrai qu'on a longtemps dit le bio, c'est une méthode de culture et de vinification, ça n'a rien à voir avec le goût. Vous, en tant que sommelière, vous qui avez l'habitude de goûter des vins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le vin bio a vraiment un goût différent? Ça a tout à voir avec les goûts, en fait. Dans les vins bio, moi j'appelle les vins vivants aussi, hein, donc ça rentre totalement dans cette catégorie. Il y a une espèce de vérité qui se dégage, une espèce de vibration du vivant. On raconte, parfois les vins peuvent être même gestuels parce qu'il n'y a pas d'artifice. Donc d'ailleurs, une des grandes problématiques que nous avons, c'est que les gens ne savent pas tout ce qu'il y a dans les vins. Je vous mets au défi, est-ce que vous savez tout ce qu'il y a dans une bouteille de vin quand on achète les vins? C'est qu'il y a du raisin, vous pensez que c'est qu'il y a du raisin? La problématique, c'est que l'éducation n'a pas été faite encore, mais on se bat pour qu'elle soit faite. Et des faits, quand il y a qu'il y a du raisin fermenté, et quand le vin est bon, ça c'est incroyable. Il y a une espèce de... On est presque lié au divin, il y a une espèce de grâce qui se dégage, qui est incomparable avec des vins bloqués, des vins make-upés, des vins techno. C'est incomparable. Je crois que vous aviez très envie de lire une liste. Alors, cette liste, ce n'est pas forcément les ingrédients qu'on va retrouver au final, mais ce sont toutes les opérations œnologiques et tous les ajouts qu'on peut mettre pendant la période de vinification sur un vin conventionnel. Je sais qu'en France, c'est très tabou de dire tout ce qu'il y a dans un vin. D'ailleurs, il y a un grand débat d'actualité à ce sujet. On va mettre peut-être des flashcodes derrière, chose que je pense que c'est moins efficace que mettre vraiment c'est ce qu'il y a dans les vins, parce que je pense que ça va changer beaucoup des choses. Ça va être un point tournant dans l'histoire des consommations, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on consomme quelque chose, c'est un acte engagé de notre part. On vote à chaque fois qu'on décide de manger ça ou de boire ça. Donc je vais vous dire juste tout ce qu'il peut y avoir dans une bouteille autre que du raisin. Vous êtes prêts? Parce que c'est pas facile. Du pas bio. On est à conventionnel. Hein. Dans les vins bio, il y a des choses aussi. Mais... Donc, acide citrique, acide tartrique, acide ascorbique, acide malique, acide lactique, acide métatartrique, acidification par traitement des électromembranes, albumine d'œuf, ovalbumine. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont très malades à cause de ça. Quand on a des problèmes de gouttes, c'est souvent à cause de ça. Ce n'est pas les vins blancs qui nous rendent malades, mais c'est ça. La anhydrique sulfuro, le SO2, auto-enrichissement par évaporation, auto-enrichissement par osmose inversée, bactéries lactiques, bentonite, bicarbonate de potassium, bisulfite de potassium, bisulfite d'ammonium, carbonate de calcium, carboxyméthylcellulose, donc voilà. Gomme de cellulose, caséinate de potassium, caséine, charbon œnologique, cytine-glucane, cytosane, citrate de cuivre, colle de poisson, dichlorhydrate de thiamine, dioxyde de silicium, gel de silice, écorce de levure, électrodialyse, enzyme bêta-glucanase, fermentation alcoolique spontanée, flèche pasteurisation, ça c'est super. Gélatine, gomme arabique, hydrogénophosphate, diammonium, hydrogénatartrate de potassium, c'est une crème de tartre. C'est pas fini. Hein. Il y a aussi de raisin, peut-être. Levure sèche active, lysozyme, monoprotéines de levure, matière protéique d'origine végétale issue des blés ou des pois, métabisulfite de potassium, microfiltration tangentielle, morceaux de bois des chênes, mou concentré rectifié. Alors là, c'est les mots horribles. Polyvinyl polypyrrolidonie. Comment on dit? PVPP, voilà, c'est pour ça qu'on dit PVPP, parce que c'est impossible. Préparation enzymatique, résine échangeuse d'équation, saccharose, donc c'est le sucre, sulfate de cuivre, sulfate d'ammonium, tanin œnologique, tartare neutre de potassium. Voilà. Bon appétit.
Bon, pour pas faire trop peur, je précise encore une fois que ce n'est pas forcément ce qu'on va retrouver à la fin dans la bouteille, hein. Ce sont tous les procédés qui peuvent rentrer en œnologie pour la vinification. Mais quand même. Et qu'il y en a qui sont autorisés en bio, d'ailleurs. Acide tartrique, acide citrique, ça c'est autorisé en bio. Oui. Je termine pour un point d'actu. On en est où aujourd'hui? Il y a beaucoup de vins bio. Alors, on compte plutôt en surface agricole qu'en nombre de bouteilles, parce que le nombre de bouteilles, ça bouge d'un millésime à l'autre. Oui, il y a des effets de stock. Alors globalement, on peut être fier, on peut pousser un cocorico bio puisque le vignoble français en bio est le premier d'Europe. Donc on est les champions de la vigne bio. Je vois d'ailleurs des représentants de l'équipe de France de bio. On a 21% du vignoble français qui est déjà en bio. C'est la seule filière qui est au-delà de l'objectif national puisque la France s'est fixé un objectif de 18% de surface en bio. Alors on est aux fraises complets puisqu'on est à 10% actuellement. On aurait dû être à 15% cette année. Mais le bio fait la course en tête. Il y a une deuxième chose à savoir sur la filière bio, c'est que c'est la plus exportatrice. Autant on est en autosuffisance sur les filières bio alimentaires, autant en viticulture on exporte. C'est-à-dire qu'on importe très peu en plus. On importe 5 millions cette année d'euros de vin essentiellement d'Italie, le Chianti, on n'a toujours pas trouvé le moyen de le faire chez nous, et d'Espagne. Et on exporte l'équivalent de 39% de notre marché, qui est à 1,46 milliard, essentiellement en Allemagne et aux États-Unis et en Angleterre, notamment le Champagne. Et c'est le poids du vignoble bio représente 6% dans tout le terroir agricole français. Et donc, on a vraiment des fleurons, notamment, qui sont passés en bio. Je pense évidemment à Château Yquem, où ça avait fait beaucoup de bruit médiatique, qui ne sont pas forcément visibles. C'est assez curieux, parce que souvent, on a des grands crus qui sont en bio, mais ils considèrent que c'est un peu comme une certification ISO 26000. Ils ne vont pas le dire, parce que nous, on a d'autres choses à mettre en avant. On est là depuis 300 ans. C'est également le cas de Latour, Château Latour, premier grand cru glacé à 1855 de Bordeaux, qui est bio, mais qui ne le mentionne pas sur l'étiquette. Voilà, donc vous avez dans les 12 000 vignerons bio, vous avez à la fois des très connus, des plus confidentiels. Et la Romanée Conti en Bourgogne, qui est également le vin le plus cher au monde aujourd'hui, et qui est tout à fait certifié. Hein. On peut retrouver la certification sur le site de l'agence. Il faut leur dire de sortir du placard. Là. On dirait que c'est comme être dans les gays dans les années 60. On dirait que c'est vraiment, il faudrait un coming out général de tous ces grands crus, parce que on va organiser une bio pride. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi, parce que limite il faudrait l'afficher à l'entrée du domaine. Et donc le vin bio, c'est une filière d'excellence. On a vraiment une French touch du vin bio qui est reconnue à l'étranger. On a une filière exportatrice, créatrice de valeur, et il y a en revanche une très forte prédominance du vignoble sud. C'est vraiment ici, on est dans une terre de feu qui a vraiment reconquis ses galons grâce à la conversion en bio. Il y a certaines vignobles pour qui le bio n'est pas vraiment un sujet, mais on ne désespère pas que ça le devienne. Et on est effectivement le premier vignoble bio d'Europe. Pour terminer un petit peu ce tour d'horizon sur le bio, avant de rentrer dans le dur, hein, avec ou plus ou moins moelleux, avec le sol et le climat, Gabi Benicio, vous disiez là à l'instant, vos clients, comment ils réagissent face au bio? Ils connaissent, ils plébiscitent. Comment vous en parlez? Chez nous, on a 1400 références, tout en bio, minimum bio. Hein. On a beaucoup de biodynamie aussi. C'est fou, il y a eu beaucoup de travail mal fait aussi. Et je pense que c'est la faute de toute une génération qui travaillait les vins vivants d'une façon qui n'était pas tout à fait respectueuse. Et donc, j'ai plein de clients qui arrivent au restaurant et qui me disent « Je veux tout sauf du vin bio ». Donc, c'est super. Mais pourquoi vous ne voulez pas du vin bio ? Ah non, parce que ça pue les clous de la vache, parce que c'est du jus de pomme. Donc, il y a toute une éducation à faire, en fait. Et bon, c'est là avoir raison. Ça peut être dégueulasse, le bio. Le bio n'a jamais promis les conventionnels bon. aussi. Oui, mais on a les bons vins, le bio. Mais il y a du bon vin et du mauvais vin, basta. Le travail d'un sommelier, c'est justement mettre à table un vin qui est prêt à être bu, sans déviation. Ça n'a rien à voir avec les bio ou pas. Et donc, il y a un travail qui était très mal fait par rapport à ça. Et moi, je pense, en tant que passeuse, parce que mon travail, c'est de faire les passages, d'accompagner ces moments de grâce solennels. Je suis au bout de la chaîne. Hein. Moi, je suis là pour servir. Notre travail, c'est de faire ça bien, dans les meilleures conditions possibles. Et très souvent, j'ai dit à ces gens-là, mais vous savez que la Romanée Conti, c'est du vin bio. Parce que c'est vrai qu'on n'en dit pas assez. Il y a tout un travail d'éducation à faire, en fait. On doit non seulement
s'engager, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les choix. L'engagement, c'est la base de tout. Mais l'éducation est à faire. Donc, déjà, commencer par mettre tout ce qu'il y a dans un vin dans une étiquette et vulgariser tous ces labels des domaines si connus qui pourraient faire un bien fou au monde du vin vivant, au monde du vin bio. Je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas. On les laisse réfléchir là-dessus, j'espère qu'ils nous écouteront. Je vais parler un peu biodiversité, je vais commencer avec vous, Serge Zaka. Alors, mercredi dernier, j'en profite pour vous le dire, a été publié un rapport parlementaire sur la biodiversité dans les paysages agricoles, ou plutôt le manque de biodiversité. Alors, en introduction à votre intervention, on en parlera un peu plus longuement, mais en quoi une meilleure biodiversité, ça permet de s'armer contre le changement climatique? Moi, je ne vois pas le rapport. Alors, vous pourrez répondre un petit peu mieux à la réponse, mais à la question, pardon. Mais moi, je vais rester dans le domaine de l'agroclimatologie, et il y a un point qui rejoint la biodiversité et l'agroclimatologie, c'est le sol. C'est aussi simple que ça, c'est le sol. Pourquoi le sol? Parce qu'en fait, ce qu'on observe de plus en plus, c'est un retour vers des pratiques qui permettent de protéger ce sol. Parce que pour l'instant, ce qu'on considère, c'est que le sol est un support et il faut lui apporter les produits pour les transférer ensuite à la plante. Il faut arrêter de considérer que le sol est un support à la plante. Le sol, c'est beaucoup plus qu'un support pour les racines, c'est aussi un support nourricier. Pourquoi l'agroclimatologie et la biodiversité se rejoignent sur le sol? Premier point, quand on a un sol vivant, un sol qui a été couvert, c'est-à-dire qu'on a eu des cultures tout le long de l'année ou des cultures qui ne font pas forcément être récoltées mais qui protègent le sol par l'ombrage, c'est un sol qui va mieux stocker l'eau. Un sol aussi qui n'a pas été retourné, un sol où il y a plus de légumineuses dans les rotations, c'est un sol qui sera plus fertile, qui va mieux stocker l'eau. C'est aussi un sol où on aura plus de biodiversité. Donc en fait, on a un très beau lien entre la biodiversité du sol et sa capacité à retenir l'eau. Et c'est là où la biodiversité rejoint le climat, c'est par rapport aux sécheresses. Un sol qui a plus de biodiversité est un sol qui stocke plus d'eau. Un sol qui stocke plus d'eau, c'est 5 à 10% à peu près. C'est 7 à 10 jours d'eau supplémentaire pour un blé, une vigne ou un maïs. 7 à 10 jours d'eau supplémentaire, ça peut être jusqu'à plus 20% de rendement quand il y a une sécheresse, notamment dans le cas du blé. Donc en réalité, c'est là où on se rejoint sur la biodiversité, c'est par rapport au sol. Alors, merci. J'avais plutôt envie aussi de vous interroger sur le sol, mais alors j'ai peur de faire une redite. Mais je voulais aussi, alors on va faire une petite pause avec vous, Laure. L'agriculture biologique, ça change vraiment pour la biodiversité? Vous me disiez plus 30%. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors, c'est plus 30% d'espèces en plus. Et pas que les vers de terre qui sont dans le sol. C'est quand on dit 30% de biodiversité, c'est les oiseaux qui s'en nourrissent, c'est les belettes, c'est tous ceux qui sont nichés dans notamment les haies, parce que les bios sont particulièrement contributeurs au replantage des haies. Et donc, c'est l'objet d'une méta-étude qui date de 2016, Bergson et Ali, qui compile tout ce qui a été fait sur la recherche, le lien entre bio et biodiversité. Et pour le coup, qui fait consensus, qui dit 30% d'espèces en plus sur les fermes bio et 50% de population en plus par espèce. Et globalement, c'est corroboré par les témoignages des agriculteurs qui, quand par exemple ils moissonnent, ils nous disent au bout de la 2e ou 3e année de conversion, oh là là, quand j'ai lancé la récolte, j'ai jamais eu autant de papillons qui se sont envolés devant mon tracteur, etc. Donc ça, 30% de biodiversité en plus, c'est bien la preuve que c'est un peu le sous-jacent qui explique pourquoi l'État français s'est doté d'un objectif de 18% de surface en bio. Parce que on connaît tous la situation d'effondrement du vivant, on sait qu'on a besoin d'abeilles. Quand je pense à tous ces gens qui disent que le coût du travail est trop cher, imaginez si on devait payer des gens pour aller polliniser les fleurs à la main. Ce serait démentiel. Donc, on a quand même des abeilles qui font ce travail gratuitement. Donc, on a intérêt à ce qu'elles restent sous les cieux français. Parce qu'une fois qu'elles sont parties, on sera bien embêté. Et donc, c'est pour ça que le bio est soutenu par les pouvoirs publics, parce qu'il est régénérateur. On entend beaucoup parler d'agriculture régénérative, qui est un concept pas encore normé, pas encore contrôlé. Mais la vraie régénération, elle commence par le bio. Et notamment, souvent, on a tendance à associer le ver de terre avec la biodiversité, sauf qu'un ver de terre, par exemple, il vit très bien si on l'asperge de glyphosate. Le problème, c'est l'oiseau qui va le manger, il va vivre beaucoup moins bien. Il va même pas vivre du tout. Donc, comme on a absolument besoin d'oiseaux qui sont des auxiliaires, parce que quand vous avez des oiseaux, vous avez moins besoin de traiter avec des pesticides pour les insectes, c'est pour ça que la promotion du bio
fait partie des objectifs, entre autres, des agences de l'eau, mais aussi de l'Office français de la biodiversité. Merci pour cet éclaircissement. Alors Marc-André, on aimerait quand même vous entendre un petit peu aussi sur ce sujet-là. Je vous laisse prendre le micro. La biodiversité dans le sol, c'est un enjeu important parce qu'après tout, allez, je me fais l'avocat du diable. On vit avec des monocultures. On se dit, finalement, la monoculture, une seule espèce, ça marche bien. En quoi dans le sol est-ce que ça change ? Alors, avant de descendre dans le sol, je voudrais quand même rester 2 secondes au caveau, qui peut être dans le sol déjà. Il y a quand même une chose qu'il faut réaliser, parce qu'on parlait de tous ces apports, et on est tous conscients qu'il peut y avoir des abus, mais il y a quand même une chose dont il faut se rappeler, c'est que le vin, c'est une construction humaine. Le terme de vin naturel, on sait ce qu'il désigne, mais en réalité, c'est un oxymore. Il n'y a pas de vin dans la nature. Dans la nature, il y a des fruits ou un machin qui transitoirement ressemble à du vinaigre et n'est pas là pour très longtemps. Le vin est une construction humaine et historiquement, il a toujours été fait d'apports. Donc la question, c'est quels apports on veut. Et je vais vous proposer une grille de lecture de ça, mais il y a quand même une chose qu'il faut bien... pas très loin d'ici, il y a une exploitation viticole, j'ai oublié le nom, qui a fait des vins latins, des vins romains. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est Tourelle. Voilà. Alors, comme on fait comme les latins, on met de l'eau de mer dedans, notamment pour, dans certains vins en tout cas, pour les stabiliser. On met de l'essence de pistachier, on met de l'extrait de pain. D'ailleurs, le résiné grec, le résinat grec, c'est en fait un vestige, un vestige d'antiquité, c'est un monument antique. C'est une vieille tradition. Bon, alors, on n'est pas obligé d'aimer le résiné, mais c'est quelque chose qui nous renvoie à l'histoire du vin. Le vin a toujours été une intervention de l'homme sur l'avenir du fruit. Et ça veut dire que la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on amène, mais qu'est-ce qu'on amène. Et les 2 juges de paix, c'est quand même le goût. Alors là, je ne vais pas oser en parler plus, mais c'est quand même le truc important. Et puis la santé, parce que quand, comme moi, on boit 1 à 2 verres de vin par jour, s'il y a des pesticides traces dedans, vers la fin de vie, ça peut changer la qualité des 20 dernières années, en termes de Parkinson ou de choses comme ça. C'est foutu parce que moi je suis d'une génération qui n'a pas bu beaucoup de vin bio, même si je me corrige et moi ça ne me gêne pas qu'il soit bio. Alors maintenant, quand on descend dans le sol, en fait, on se trouve dans le sol avec la même chose qui fait qu'éventuellement ce qu'il y a dans un vin qui a trop d'additifs, fût-il hérité de la parcelle, est pas bon pour l'homme. C'est la même chose pour les sols. En fait, il y a tout un tas de choses que l'homme a rajoutées qui ne sont pas bons pour telle ou telle espèce. Alors donc, effectivement, quand on a soit des apports d'engrais minéraux, soit plus nettement des apports de pesticides, on va tuer un certain nombre d'organismes du sol. Et alors, en fait, je tiquais ce ver de terre parce qu'en fait, ils n'aiment pas tellement. Il y en a quelques-uns qui survivent. Leurs œufs, les cocons, on est sur du moins 50%. Bon, mais ça va il y en a qui survivent et qui vont emmerder les oiseaux, d'accord. Mais donc disons que globalement, en fait, il y a un problème effectivement d'érosion de cette biodiversité. Et on peut se dire, bon, et alors ? Parce qu'effectivement, cette biodiversité, on la voit essentiellement pas. Je suis sûr que vous êtes convaincus dans cette salle qu'il y a des vers de terre dans le sol. C'est pas vrai. Techniquement, non. Il y a d'abord des microbes, 5 tonnes à l'hectare, des racines. Alors, un microbe, c'est champignons et bactéries. Des racines, 5 tonnes à l'hectare, et il y a 1,5 tonne à l'hectare, dans un sol standard, de vers d'animaux, tout compris, vers de terre compris. Donc, il faut faire attention qu'on a des représentations animales, mais c'est plus compliqué. Et les autres, quand ils disparaissent, je veux dire, les microbes, quand ils disparaissent, on ne voit pas la différence. En fait, c'est largement invisible. Mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que les fonctions du sol auxquelles on s'est substitué nous-mêmes, elles sont remplies par cette vie-là. Typiquement, aujourd'hui, vous amenez des engrais, mais de tout temps, qu'est-ce qui amène la nourriture du sol à la plante? C'est pas la racine, contrairement à ce qu'on pense, notamment pas pour la vigne. C'est des champignons qui sont nourris en sucre par les racines et vont faire les courses pour la plante. Vont chercher de l'azote, du phosphate et en donnent une partie à la plante. Voilà, le convoiement de la fertilité du sol vers la racine, c'est des microbes. Quand vous avez mis des engrais, vous déconnectez. Alors c'est con parce que la plante n'aurait plus quand vous vivez au-dessus d'une épicerie, vous ne payez plus quelqu'un pour aller vous faire les courses. Bon. Et c'est dommage parce que ces champignons comme la racine, c'est leur santé, c'est leur ressource. Ils ont acquis au cours de l'évolution des capacités de protéger les racines contre les stress, notamment contre l'excès de calcium dans les sols calcaires ou contre les maladies. Par exemple, les champignons en question, alors on va lâcher leur nom, c'est ceux sur lesquels je travaille, c'est pour ça que je suis un peu long, désolé, c'est les champignons mycorhiziens. Ils protègent contre le Xiphinema index.
Un petit nématode qui est le propagateur du virus du Cournouet, une maladie qui est extrêmement pénible dans le vignoble en ce moment. Donc quelque part, quand vous avez mis des engrais, il n'y a plus ces champignons et il n'y a plus la protection contre le petit nématode, le petit ver microscopique qui propage le virus du Cournouet. De la même façon, dans les sols, il y a des bactéries qui transforment l'azote atmosphérique en azote utilisable par les plantes. Il y en a d'autres, il y a des champignons qui attaquent les roches, qui les dissolvent pour aller chercher du fer, du phosphore. Ils travaillent comme des cochons, ça fuit dans tous les sens. Et du coup, ils libèrent aussi du fer et du phosphore pour les plantes. En d'autres termes, on est passé sur une dynamique substitutive. Ah oui, un dernier exemple qui n'est pas dans le sol, hein, c'est que sur les feuilles, il y a des petits acariens protecteurs et des champignons, des bactéries protectrices qui vivent là et qui se nourrissent en mangeant les attaquants. Donc, quand vous avez pulvérisé des pesticides, alors le cuivre d'ailleurs n'est pas forcément meilleur dans ce Il sens-là, faut qu'on en parle. ils sont plus là. Donc, vous êtes obligé, vous, d'amener des pesticides. De nouveau, vous y êtes. Donc, les apports de fertilité et les apports de toxiques pour le sol, mais aussi sur les feuilles, ça tue les méchants, mais ça tue aussi les bons. Et on rentre dans une dynamique où il faut venir assister. Comme il n'y a plus de vie dans le sol, ça ne fait plus les trous qui permettent de retenir l'eau, il faut les faire avec une charrue. Comme il n'y a plus de champignons pour convoyer la bouffe, il faut amener plus de nourriture, c'est les engrais. On passe aux pesticides. Vous voyez, en fait, et à la fin, on entend des trucs débiles, mais auxquels certains croient, comme « Oh, quand il n'y aura plus d'insectes pollinisateurs, on fera des mini-drones pour polliniser. » Oui, on peut, mais enfin, ça marchait tout seul. Et aujourd'hui, on commence à comprendre comment ça marchait tout seul avec l'écologie. Alors pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser juste ça? Et puis compléter là où ça ne marchera pas. Je ne suis pas contre la technologie, mais je pense que le bon sens commande de commencer par le vivant. Mais alors justement, les détracteurs du bio vous opposeront que en bio, il y a malgré tout des traitements qui sont certes pas des traitements de synthèse, mais on connaît tous la bouillie bordelaise, on connaît tous le cuivre, et il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah oui, mais le cuivre, ça détruit encore plus les sols ». Est-ce que c'est un poison total? Est-ce que c'est mieux que les pesticides de synthèse? Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui vous disent ça, et puis il y a ce qu'on va pouvoir analyser des faits. Mais les gens qui vous disent ça, ça me fait penser aux gens qui foutent paf le cuivre dans la gueule des gens qui défendent le bio en disant « Ah, mais c'est toxique ». Et vous allez voir, c'est toxique. Ça me fait penser aussi à la façon dont, quand on a des agriculteurs qui ont inventé une agriculture non labourée, qui en fait est très bonne pour les sols, hein, quand il faut désherber comme ils ne labourent pas, pour l'instant, ils mettent du glyphosate parce que, à part quelques exceptions, ils ne savent pas comment faire. N'empêche que c'est meilleur pour les sols de ne pas labourer, de mettre du glyphosate. Bon, c'est meilleur pour les sols, même si ce n'est pas parfait. Donc, le problème, c'est qu'on leur dit « Ouais, mais votre agriculture, c'est n'importe quoi, vous utilisez du glyphosate. » Ouais. Le problème, c'est que c'est mieux que les alternatives. Et c'est pareil pour le bio. Le cuivre, c'est pas parfait, mais c'est moins pire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, en agriculture conventionnelle, quand on défend l'agriculture conventionnelle, parce que c'est ça le discours qui est derrière, qui utilise aussi du cuivre, qui utilise aussi du glyphosate, il faut le dire, putain, quoi. Brutalement, ce qu'on utilise dans les formes conventionnelles devient un défaut parce que les gens essaient de faire mieux et qu'on ne peut pas faire parfaitement mieux. On peut juste s'avancer dans la bonne direction. Pour revenir au cuivre, il est toxique et il est polytoxique. C'est-à-dire qu'il tue. Il est toxique pour tout. Alors, c'est assez ennuyeux parce que je vous ai dit que sur les feuilles, il y avait des auxiliaires de santé, comme des petits acariens qui mangent les germinations de champignons ou les acariens qui viennent manger les feuilles. Ces acariens-là, dont les typhlodromes, on les bousille au cuivre. Donc, c'est pas parfait. Par contre, dans le sol, ça se passe mieux. Enfin, le cuivre se fixe aux argiles à la matière organique très vite. Donc en fait, il n'y a que le cuivre qui vient d'arriver, qui circule encore et qui est susceptible d'être nocif. Celui qui s'est fixé, il ne circule plus, il est plus nocif. Une méta-analyse de l'INRAE de Dijon propose que jusqu'à 4 grammes par hectare et par an, 4 kilos par hectare et par an, on arrive très bien à... on n'impacte pas la vie du sol. C'est-à-dire que la quantité de cuivre libre, c'est celui qui vient juste d'arriver, qui est encore capable de circuler et de nuire, est limitée. Alors, évidemment, ça tombe bien, c'est la limite aujourd'hui. Oui, mais sur plusieurs il y a quand même des régions où c'est chaud. Dans la Loire, par exemple, l'année dernière, 4 kilos par an et par hectare, c'était chaud. Dans le sud, c'est souvent plus jouable parce que le climat est moins humide et moins propice au développement des champignons. Enfin, donc, pour résumer, le cuivre, c'est pas terrible, surtout que quand il est fixé, si vous changez de culture,
les sécrétions des racines des autres plantes que vous mettrez vont le relibérer. Et si vous plantez des céréales après avoir planté de la vigne, ce ne sera pas beau pendant 10, 15, 20 ans. Ça, c'est problématique. Mais néanmoins, il faut clairement arriver à une gradation des problèmes. Et le cuivre n'a rien à voir en dangerosité pour l'environnement et pour l'homme avec les inhibiteurs des succinates déshydrogénases, les SDHI, qui font l'objet de gros débats en ce moment, qui sont des fongicides utilisés un peu partout en agriculture et qui, pour le coup, sont déjà mauvais pour l'agriculteur. Laure Verdeau, vous aviez une anecdote, une expression qui me faisait beaucoup rire. Il faut être un petit peu internaute pour ça, mais vous disiez le cuivre, c'est vraiment le point Godwin du bio, c'est-à-dire que quand on n'a plus d'arguments, on sort le cuivre et avec ça, on est sûr de tuer le débat. Ah oui, moi, quand j'ai pris mon poste, on m'a dit oui, mais vous, les bio, vous êtes hyper dogmatiques. Je dis ah bon oui, et alors ça manquait pas dans les 5 minutes. En général, la personne qui voulait m'attaquer sur le bio parlait de cuivre. Juste que vous ayez en tête un petit chiffre. Il y a 33 000 captages d'eau en France. Chaque année, il y en a entre 100 et 200 qui sont fermés pour cause de pollution agricole. À votre avis, combien sont fermés à cause du cuivre ? 0. Exactement, j'étais avec du chiffre. Et à votre avis, quelle est la première cause de fermeture des captages pour pollution agricole ? C'est facile, c'est dans l'actu là. C'est glyphosate. Et quelle est la deuxième cause ? Les métabolites de glyphosate. Et juste, regardez dans votre parapharmacie la prochaine fois, regardez au rayon compléments alimentaires, vous allez voir, il y a des boîtes de cuivre qui sont vendues parce qu'on est souvent carencé en cuivre. Alors oui, c'est pas parfait. Idéalement, il faudrait massivement financer la recherche pour se passer de cuivre et trouver des façons de lever les impasses techniques. Bon, on en est. Mais en l'occurrence, une fois de plus, c'est comme dit Churchill, c'est peut-être la pire des agricultures, la bio, à l'exception de tous les autres, puisqu'on a vraiment besoin de s'émanciper de la chimie synthétique. Vous avez tous peut-être entendu parler des plans éco-phyto qu'on a votés à grand coût de centaines de millions d'euros pour justement se détoxifier des pesticides de synthèse. Bon, en l'occurrence, si ça passe par 4 kilos par an par hectare de cuivre, pas forcément utilisé d'ailleurs, pour l'instant, c'est le chemin le plus vertueux. Merci. Après avoir beaucoup parlé du sol et d'être resté à ras de terre, on va s'élever un petit peu. Pardon. Désolée pour ce mauvais jeu de mots, mais Serge Daca, comme en plus vous allez nous quitter plus tôt, on voudrait parler quand même un petit peu des effets du changement climatique sur la production agricole. On l'a vu en 2021, baisse de rendement viticole de 30%, et je ne parle que de la vigne. Mais est-ce que toutes les régions viticoles sont affectées de la même manière dans le nord, dans le sud, par les changements climatiques, par la sécheresse, par les pluies, les maladies, le gel, tout ça ? Comment ça fonctionne ? Non. Vous m'entendez bien là ? Alors non, il y a même des effets positifs du changement climatique. Alors je vais commencer par les effets positifs, bien sûr, il y a plus d'effets négatifs, mais je commence par le positif. Il faut savoir que le CO2, notre gaz à effet de serre, qui est émis par nos voitures, est un fertilisant pour les végétaux et la vigne pousse plus vite quand le CO2 augmente dans l'atmosphère. Alors je ne suis pas en train de vous dire de faire des tours de votre vignoble avec un tracteur pour pouvoir le fertiliser. Non, parce qu'en réalité, il y a aussi l'eau dans l'équation de la photosynthèse. S'il n'y a pas d'eau, on ne va pas utiliser ce CO2. Dans le nord de la France, c'est le futur Eldorado de la vigne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours de l'eau dans les périodes propices où la vigne en a besoin. Et il y aura aussi plus de CO2. Donc la Normandie, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, l'Angleterre seront de futures terres de production viticole. Là, les rendements sont en hausse. Les rendements seront en hausse aussi du côté de Champagne. Sur le Dijonais, un petit peu moins, parce qu'il y aura un peu plus de sécheresse. En Champagne, dans les Pays de la Loire, on aura un peu plus de sécheresse aussi. En tout cas, la Champagne sort bien dans le lot. Par contre, dans le sud de la France, là, on a des effets négatifs. C'est dans l'équation de la photosynthèse, c'est CO2 et eau qui donne le sucre. Et bien, en réalité, là, on aura des sécheresses beaucoup trop importantes pour utiliser ce CO2 en surplus. Donc, dans le sud de la France, on s'attend à avoir des baisses de 10-20% sur par exemple, les résultats du Climator de l'INRAE, de 10-20%. Ceci dit, c'est quand même des baisses qui sont beaucoup plus faibles que le maïs, où on pourra avoir jusqu'à moins 50%. Pourquoi ? C'est simplement que la vigne est quand même un petit peu plus résistante à la sécheresse que la plupart des cultures. Alors, vous avez cité le chiffre de moins 30% en 2021. Il faut savoir que ce soit en bio ou en conventionnel, le changement climatique, il impacte sur 2 aspects de la vigne. Premier point, la température qui augmente. La température augmente, donc les végétaux poussent plus vite,
on accélère la croissance végétale, surtout s'il y a de l'eau. C'est pour ça qu'on observe une floraison plus précoce, des vendanges plus précoces de 18 jours en France depuis 50 ans. En fait, la vigne pousse plus vite. Si la vigne pousse plus vite, elle va débourrer plus vite, ouverture du bourgeon. C'est ce qui se passe actuellement. On a une douceur hivernale, les végétaux sont en avance. Et donc, ils sont exposés au gel. Premier point, la température induit avancée phénologique et donc des risques de gel. C'est ce qu'on a observé en 2021. 2 milliards d'euros de dégâts, la plus grosse catastrophe agricole française depuis 1945, sur uniquement arboriculture et viticulture, sans compter les autres cultures. Deuxième point pour la vigne, c'est pas seulement la température, c'est aussi la pluie, les précipitations, donc les sécheresses. En réalité, vu que la vigne pousse un petit peu plus rapidement, la maturation de la grappe, donc lorsque la grappe se développe dans les vignobles, elle se fait beaucoup plus tôt, d'à peu près 2 semaines maintenant, alors qu'avant c'était 2 semaines plus tard, vers la fin de l'été. Ce qui se passe, c'est que la maturation de la grappe se fait donc dans des conditions plus sèches, en plus chaudes, plus sèches. Donc ça fait comme un petit peu, je prends l'exemple de la grenadine, vous avez la grenadine dans un verre, vous mettez un peu d'eau, ça fait une grenadine très sucrée. Si vous mettez beaucoup d'eau, c'est très dilué. La grappe, c'est pareil, il y a la photosynthèse qui permet de faire du sucre. S'il n'y a pas beaucoup d'eau pour remplir la grappe, le sucre est très concentré. Si le sucre est très concentré, vu que c'est lui qui fait l'alcool, le taux d'alcool augmente. Et ce qu'on observe dans nos vignobles, c'est qu'on a pris à peu près 2 degrés de taux d'alcool sur tous les vignobles français depuis 1975. Donc la température permet d'avancer les stades et d'avoir des risques de gel, décalage des stades phénologiques. Les précipitations, ça permet d'avoir des sécheresses et donc des modifications du goût du vin. Donc ce qu'on observe, c'est des pertes de rendement dues à des événements climatiques et des modifications du terroir, du goût du vin. Ça, c'est les 2 principaux aspects du climat. Bien sûr, plus prononcé dans le sud que dans le nord, où là, on aura plutôt des effets bénéfiques sur le changement climatique. Est-ce que le bio peut changer quelque chose? Vous disiez tout à l'heure sur le sol notamment que ça permet quand même de lutter un peu contre la sécheresse. Est-ce que notamment les paysages peuvent aider aussi un changement de paysage de la vigne Tout à fait. qui est une plante qui pousse volontiers en coteaux, par exemple? Est-ce que là encore, on peut repenser la vigne? Alors l'agroclimatologie, ma science, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. Alors que ce soit en bio ou conventionnel, si gèle, il gèle. Déjà, premier point, dans ce sens-là, c'est pareil. Par contre, dans l'autre sens, l'impact de l'agriculture sur le climat, c'est là où on voit des différences entre le bio et le conventionnel. Et paradoxalement, j'ai un petit peu regardé les études bibliographiques ces dernières semaines, on a 2 façons d'aborder le sujet. Premier point, et vous pouvez me contredire, n'hésitez pas. Premier point, quand on aborde par hectare. Par hectare, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus 30% de biodiversité, ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un sol qui est plus vivant, qui stocke un petit peu plus d'eau. Mais également, ce qu'on s'affranchit, c'est de tout ce qui est chimique, tout ce qui est issu de l'industrie, du coup pétrochimique. Parce que pour faire les engrais de synthèse, il faut du CO2, il faut du pétrole. C'est extrêmement consommateur. Je crois qu'il me semble que c'est 30% de l'agriculture, des émissions de l'agriculture, ça vient des engrais. Donc le bio s'en affranchit et en plus il stocke plus de carbone dans le sol et en plus il stocke plus d'eau. Donc ça c'est quand on réfléchit par hectare. Par contre dans la bibliographie il y a 2 façons d'aborder les choses, c'est quand on réfléchit par litre ou par kilo. Là la problématique c'est quand on réfléchit par kilo de blé, par litre de vin, c'est que vu que la production biologique est de moins 21 à moins 24% inférieure en rendement, on produit moins par hectare. Donc si on raisonne par kilo, en fait, ça compense les effets bénéfiques qu'on a par hectare quand on raisonne par kilo. Mais il faut aller plus loin que les chiffres, juste les chiffres scientifiques. Il faut coupler avec d'autres études pour comprendre la problématique. Dans notre production alimentaire, nous avons 30% des gaz à effet de serre qui partent dans l'air pour rien parce que c'est du gaspillage alimentaire. En plus de cela, nous avons un équilibre alimentaire qui n'est pas très bon. Nous mangeons trop de protéines animales, pas assez de protéines végétales. Et si on arrive à rééquilibrer notre alimentation, à limiter les gaspillages alimentaires, je peux vous dire que là, on pourra faire du bio, même si on a un rendement inférieur, parce qu'on aura une consommation qui va changer. Donc oui, le bio, ça peut être extrêmement intéressant pour la biodiversité et pour le climat. Il faut aller cependant un petit peu plus loin pour répondre à la problématique sécheresse. Il y a des choses qui ne sont pas dans le cahier de charge bio, mais qui peuvent être très intéressantes, quel que soit le type d'agriculture. C'est également de travailler sur les paysages. Par exemple, les haies. Alors les haies, ça peut être très intéressant pour le sol, la biodiversité, c'est votre rôle. Pour moi, en tant qu'agroclimatologue, les haies, ça permet de couper le vent.
quand on coupe le vent, on limite le vent sur les blés, sur le vignoble, sur le maïs, sur toutes les cultures. On limite l'évaporation et la transpiration. Vous savez, quand vous faites sécher un linge dehors, s'il y a du vent, il sèche plus vite. Bah, le maïs, la vigne, c'est pareil. Si on a des parcelles énormes exposées à tous les vents, je peux vous dire que l'évaporation, la transpiration est décuplée par le vent. Donc, de faire d'enlever peut-être tous les 20 rangs de vignes, de mettre peut-être des agrumes, maintenant qu'on a le changement climatique, ça peut être intéressant dans la région. Peut-être mettre des pommiers en Normandie, ou des pêchers d'ici 2040 en Normandie. Peut-être des abricotiers du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux d'ici 2030. Des kakis, de la figue, on peut tout faire, hein. De l'olive, surtout du côté du Bordelais, l'association olive-vigne peut être intéressante. C'est pas pour limiter le rendement de la vigne, c'est pour diminuer le vent et donc éviter les effets sèche-cheveux comme on a eu le 28 juin 2019 ici quand il a fait 46 degrés avec 40 km/h de vent. Premier point. Et deuxième point sur les paysages, les vignobles sont historiquement cultivés sur des coteaux, des vallons. Enfin, en tout cas, on les trouve assez rarement en plaine, en tout cas beaucoup plus dans des endroits vallonnés. Bon, on en a en plaine dans les plaines de sable, mais du côté de Reims, du côté des Vosges, du côté du Jura, les côtes de Bourgogne, c'est un très, très très bel exemple. Les côtes tout le long de la vallée du Rhône, également ici dans la région. On n'est pas sur des régions toutes plates. Quand on n'a pas des régions plates, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des vignobles qui sont souvent dans le sens qui vont chercher le soleil. Et en fait, on a de l'eau qui peut dévaler cette pente-là. Donc en fait, en ayant un sol plus vivant, un sol couvert, le but c'est de faire freiner la course de l'eau, soit par des haies dans le sens perpendiculaire de la pente, pour ralentir la course de l'eau, pour la laisser le temps de s'infiltrer, soit avec des petites rigoles qui permettent en fait de mieux gérer la course de l'eau sur le sol et de lui laisser le temps de s'infiltrer. C'est toute la science qu'on appelle l'hydrologie régénérative qui peut être intéressant. Donc en fait là, on va plus loin que le bio. On va plus loin que le conventionnel. C'est vraiment le bio ne peut pas résoudre toutes les problématiques climatiques à lui seul. Il faut qu'il soit couplé à des solutions aussi qui soient paysagères ou des solutions sur le sol qui ne sont pas dans le cahier de charge, mais qui peuvent être très intéressantes à appliquer sur le terrain. Merci Serge. Gabi, je voudrais vous passer la parole aussi parce que le terroir, c'est une problématique essentielle quand on parle du goût du vin. Alors, entretenir avec une agriculture pérenne la vigne, ça change aussi l'avenir du vin. Vous qui goûtez, je me souviens que vous m'aviez parlé de Jules Chauvet, hein, qu'on considère comme le père fondateur des vins naturels, et qui disait on a cessé de cultiver la vigne, on a cessé de l'accompagner dans tout ce qu'elle avait d'animal, comme une liane qu'elle est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle influence Cette phrase ça m'a toujours marquée et je pense qu'effectivement, on a cessé d'être cultivateur pour être plus extracteur. Donc, on doit revenir peut-être à l'essentiel et cultiver la terre, cultiver la vigne, qui est effectivement une liane un peu animale, hein. Il y a aussi cessé peut-être avec ces modèles qui est casse-gueule quelque part, de la monoculture à tout prix. Peut-être que la sagesse et l'avenir, c'est la polyculture, dans tous les sens, même en tant que modèle économique. Parce que la vigne et les vins, on sait très bien, c'est un article rare, des luxes, qui va devenir encore plus rare. On a des vignerons déjà, c'est une réalité, c'est pas des mains, ça arrive déjà. On a des terroirs historiques merveilleux dans la vallée de la Glie, pas loin d'ici, où la vigne est en train de mourir. Des grands noms du vin. Hier, j'étais avec eux encore, ils étaient en larmes en train de me dire, écoute, je ne sais plus quoi faire, parce que normalement, dans une année normale, la vigne a besoin de minimum 400 millilitres d'eau, de pluie, et ils ont eu à peine 200 millilitres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est déjà dans l'après, dans les mondes d'après. Donc, il faut trouver des solutions. Et pour revenir sur cette histoire des terroirs, évidemment que cette notion de bienveillance du vivant implique aussi de pouvoir être diverse. La diversité enrichit les terroirs. Je pense que la vigne, elle a besoin de petits copains et de petites copines dans son monde. Peut-être commencer à traiter ces sujets-là, pas comme un monde d'extraction, des grands moyens, mais peut-être revenir à quelque chose de plus essentiel, plus artisanal même, et plus à la taille humaine, où on peut juste
peut-être cultiver nos légumes, faire notre vin, élever nos animaux, y faire tous ces mondes travailler ensemble dans une espèce de cercle vertueux de bienveillance. Je pense qu'on aurait tout à gagner. Les terroirs passent par là aussi. La vigne, elle a besoin de descendre profondément. Vous avez un potager d'ailleurs, donc vous voyez bien les effets. Absolument. D'ailleurs, on parlait de 28 juillet 2019. On a eu, dans les potagers, on a vécu ça en première plan. Hein. Moi, je suis cultivatrice aussi. J'ai 7 potagers, 1 hectare en tout, c'est petit, mais on cultive en sol vivant, donc on ne laboure pas, on travaille en biodynamie. On essaie vraiment de faire de notre mieux. Et ces jours-là, les matins, tout allait bien. On arrive l'après-midi au potager. Il y a eu une espèce de souffle du diable qui avait complètement décimé les potagers. On a l'impression que quelqu'un avait passé un chalumeau. C'était tellement impressionnant. Et on n'était pas les seuls. Les vignerons aussi. La vigne a brûlé avec ses vins chauds. Donc on y est déjà. C'est déjà presque... On ne va pas dire que c'est trop tard parce qu'il faut toujours positiver. On a toujours des solutions. On est capable de trouver des solutions. We got the power. On a beaucoup de pouvoir. Et je pense que la résilience en fait partie. Et nous avons toutes les solutions. Déjà, il faut s'engager, il faut choisir tous les jours, il faut essayer, il faut s'entraider. Il va falloir mettre un peu d'argent aussi. L'État, il va falloir vraiment qu'il investisse. Enfin, on est dans ces moments cruciaux où c'est now or never. Il va falloir investir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, d'évolution agricole. Je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les viticulteurs qui doivent porter toutes ces évolutions. On a actuellement, de moins en moins, mais on a eu ces 20-30 dernières années ce que j'appelle la politique du pansement, notamment en termes d'agriculture. Dès qu'il y a un événement climatique, on sort une enveloppe pour compenser les pertes de rendement. Par contre, on ne résout pas la problématique d'où vient cette perte de rendement. C'est-à-dire que quand on a eu des problématiques de gel de plus en plus régulières à cause de floraison de plus en plus précoce, à chaque fois, on a mis de l'argent sur la table. Bon, vous avez perdu combien ? Je vous donne l'argent. On n'a pas résolu le problème de la floraison précoce, donc tous les ans, on débourse de plus en plus. Et ça, c'est la politique du pansement. Il faut que l'agriculture n'accompagne pas seulement avec des bassins de rétention d'eau ou de la génétique. Il faut aller beaucoup plus loin sur une évolution plus profonde du système agricole. Et je ne dis pas ça pour faire baisser les rendements agricoles et pour qu'on meure de faim. Je dis ça pour pas qu'on se prenne un mur dans 5 ans et que les rendements s'effondrent de façon obligatoire parce qu'on ne les a pas fait évoluer, qu'on ne les a pas accompagnés jusqu'en 2050 et qu'on a laissé les choses faire comme si de rien n'était et que rien n'a changé. Donc ça, c'est le rôle aussi de l'État et de l'industrie agroalimentaire et des entreprises d'investir dans des modifications sur le sol. Ça coûte de l'argent aux agriculteurs et ce n'est pas eux qui doivent supporter tous ces coûts-là, en plus en ayant un revenu qui est de plus en plus bas. On l'a bien entendu ces derniers temps dans les médias. Merci. Marc-André, vous vouliez rajouter quelque chose, une note d'optimisme peut-être ? Oui, en tout cas, une note qui va dans le même sens, c'est qu'effectivement, ce qu'on a dit, c'est que l'intérêt du bio, c'était par exemple, au-dessus de captage, de faire une eau de meilleure qualité, que l'absence, on ne l'a pas dit, mais l'absence de pesticides dans les champs, c'est bon pour la santé. Il y a ce chiffre qui est sorti de l'INSERM, là. Hein, quand vous avez dans un périmètre d'1 kilomètre autour de chez vous 10% de surface de vigne en plus, vous avez 10% de chance, alors on peut parler de chance, hein, de chance en plus d'avoir une leucémie. Alors cet article, il a été complètement dézingué. Dommage. Hein. Oui, ce que tu nous as écrit où tu habitais. J'habite au Pic Saint-Loup, alors Alors, c'est peut-être la dernière fois que je vous vois. non, alors cet article, il a été dézingué d'ailleurs. Il y a un truc très caractéristique, c'est que tout le monde a attaqué les statistiques. Surtout ne regardons pas la comparaison de moyenne. Hein, et donc, il a été dézingué sur les stats. Mais bon, voilà, c'est l'INSERM, quoi. C'est pas des gens qui ont, c'est pas des idéologues de l'agriculture ou de l'écologie. C'est une autre voie. Alors, donc, on parle de qualité de l'air, on parle de qualité de l'eau, on parle de qualité de l'alimentation. On peut pas. Et déjà, nos agriculteurs, ils font à bouffer et le paysage. C'est-à-dire, si on rajoute des charges, il faut rajouter effectivement une contribution citoyenne. Si comme c'est le cas pour le bio actuellement, c'est à la caisse qu'on paye, on voit très bien ce qui se passe. Tu me donnais ce chiffre, donc entre 2021 et 2022, moins 4% de contraction du marché. Et on attend combien pour l'année suivante ? On n'a pas encore les chiffres, mais en grande distribution, l'hémorragie qui était beaucoup plus forte l'an dernier, à 8%, on n'est plus qu'à 4%. Donc peut-être que le bio a fini de manger son pain noir. En tout cas, moi, si j'étais agriculteur,
j'aurais pas confiance du tout et j'aurais pas envie du tout d'entamer la transition. Et je pense que ce serait une bonne idée parce que c'est dangereux, parce qu'il n'y a pas de suivi citoyen. Et donc, on en vient à ça, il va falloir qu'on paye parce qu'on n'aura pas tout gratuitement. Et alors, il y a quand même une chose que vous ignorez peut-être, c'est combien vous payez chaque année pour la PAC, la politique agricole commune. Alors, je vous laisse faire vos calculs. C'est 120 € par an et par habitant, c'est-à-dire aussi les nouveau-nés. Hein. Maintenant, vous multipliez pas ça par 68 millions d'habitants et vous trouvez 8 milliards 160 millions d'euros par an qui sont déversés sur l'agriculture sans contrôle démocratique. Et bien ça, je dis qu'on s'est fait enculer. Et les agriculteurs les premiers, parce que du coup, on leur donne de l'argent pour continuer de faire comme toujours, parce que dans les habitants qui sont à moins d'1 kilomètre de la vigne, il y a les viticulteurs. Hein. Ok. Donc l'espoir, c'est que l'argent est là. Maintenant, le désespoir, c'est qu'il va falloir peut-être récupérer un peu de levier démocratique. Actuellement, on est tous au courant qu'on a 100 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Vous avez tous peut-être ce chiffre en tête qu'on entend souvent dans les médias. Alors, contrairement à ce que tu penses, ils ont plutôt envie d'aller en bio, que ce soit les viticulteurs ou les agriculteurs. Et on a on est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui disent, qui déjà ne pourront pas être remplacés par juste leurs fils et leurs filles d'eux. On ne peut pas compter sur les fils et les filles d'eux, ça ne suffira pas. Déjà, ils ne vont pas forcément reprendre les fermes, et quand bien même les reprendraient-ils, ça ne suffirait pas. Il va falloir qu'on attire des gens qui s'appellent des NIMA, non issus du milieu agricole, au métier, pour pouvoir fournir les nouveaux bataillons d'agriculteurs. Il se trouve que la plupart de ces NIMA, quand ils disent « oui, moi je veux bien reprendre une ferme », ils disent « mais je veux la reprendre en bio ». Ça dépend des régions, mais entre un quart et la moitié disent oui, je veux bien, mais en bio. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit non, repassez plus tard, parce que là, il n'y a pas de marché. Et alors là, c'est vraiment le sujet. En fait, depuis le début, on tourne autour, mais c'est ni le citoyen qui doit porter la transition, ni que les pouvoirs publics, ni que les entreprises. C'est l'écologie, la structure. Ça doit être ah. Temps de parole écoulé. Ah non, c'est bon. Elle était relou. On l'a coupé. Donc, on a une transition qui, effectivement, on pense tous à faire la transition dans les champs, mais ça ne sert à rien si on ne l'a pas fait dans les villes. Ça ne sert à rien de dire on va produire du bio dans les champs si derrière, dans les villes, personne ne l'achète. Donc, actuellement, on a des bataillons qui sont là. Oui, ok, moi, je veux bien reprendre la profession agricole, à condition que ce soit en bio. On leur dit non, restez avec le pulvérisateur. Et on est en train de perdre, si c'est bien 40% des nouveaux candidats à la profession agricole, à la relève, qui veulent être en bio, on est en train de se priver d'un bataillon potentiel de 40 000 personnes. Donc la question, c'est même pas est-ce qu'on va encore avoir des agriculteurs bio demain ou pas, c'est juste est-ce qu'on aura encore des agriculteurs tout court dans les champs. Alors, sur cette question qui me laisse assez perplexe, s'il y en a parmi vous qui veulent devenir agriculteurs, je pense que c'est le moment, levez la main. Non, plus sérieusement, je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Alors, je vais demander en priorité à ceux qui ont des questions pour Serge Jacquat, parce qu'il va devoir partir pile poil à 20h30, il a un train après. Donc voilà, si certains d'entre vous veulent lui poser des questions, c'est maintenant. Et puis pour les autres... vous avez les 3 autres personnes qui resteront, allez quoi, 10 minutes de plus ? Au moins. On attend le verre. Je vais peut-être demander à quelqu'un de passer le micro dans la salle. Oui, par rapport au changement climatique futur, enfin présent même, est-ce qu'il est important de s'inspirer un petit peu des pays qui souffrent déjà beaucoup de la chaleur, etc. Je pense aux pays du Maghreb. Est-ce que ce n'est pas important pour nous de savoir comment ça se passe déjà ailleurs pour se préparer ? Alors surtout, il ne faut pas s'inspirer du Maghreb ni de l'Espagne, puisqu'ils ont eu une gestion de l'eau qui était assez court-termiste. C'est-à-dire qu'ils avaient de l'eau par abondance qui arrivait par les réserves d'eau ou par des canaux, et qu'ils n'ont pas du tout fait l'effort de travailler sur d'autres choses qui permettent de mieux gérer l'eau, de la génétique qui consomme moins d'eau, le sol, moins de monoculture, plus de couverts, enfin des choses qu'on trouve beaucoup plus en France. Là-bas, ils avaient l'eau et puis ils irriguaient. Maintenant qu'ils n'ont plus l'eau, il n'y a plus rien, parce qu'ils n'ont rien fait en parallèle. Donc ces pays-là n'ont pas du tout un avenir, on va dire, radieux, surtout qu'ils sont plus sur de la désertification avec le changement climatique.
Alors, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui se passe dans les pays les plus secs. On me dit souvent, mais il faut regarder en Israël, en Arabie Saoudite. Ils arrivent à faire des cultures dans le désert. Il n'y a même pas de sol. Je ne sais même pas comment ils font. En fait, ils désalinisent l'eau de la mer, qui est extrêmement consommateur en énergie. Et surtout, ça produit des effets secondaires qui ne sont pas forcément meilleurs pour l'environnement. Nous, en France, on aura toujours de l'eau, on ne sera pas un désert, donc mieux vaut savoir mieux gérer l'eau qui descend des montagnes, ou l'eau qui peut, au niveau des inondations aussi, ou l'eau au niveau des nappes phréatiques, mais il faut savoir mieux gérer l'eau pour l'agriculture et pour tous les aspects de l'économie, que de s'inspirer de pays désertiques où on n'aura pas du tout la même philosophie qu'à ce niveau-là. De même pour la température, pour tout le reste. En réalité, il est déjà trop tard dans nos villes. On nous dit souvent, on met la clim. Mais en fait, les villes en Andalousie, ce sont des maisons. Au milieu, il y a souvent quelque chose de vide avec de l'eau, souvent une fontaine, ombragée, avec des orangers aussi pour ombrager cette cour-là. Ce sont des cours qui restent fraîches grâce à l'eau. Notre architecture, regardez Montpellier, c'est tout serré. On ne peut même pas planter d'arbres, on ne peut rien faire. C'est une fournaise, c'est déjà trop tard. Enfin, vous allez tous crever en fait. Moi j'habite au Pic Je Saint-Loup, suis il y a ravie plein d'animer d'arbres. cette conférence, vraiment. On est, Moi j'ai les un pesticides, avenir vous avez la radieux se chaleur. dessine. Non mais il y a, je sais même pas pourquoi j'étais parti sur les villes pour tout faire une note négative à la fin. Non mais voilà, en fait il faut pas s'inspirer forcément que des pays chauds parce que le changement climatique va quand même beaucoup plus vite que notre adaptation. Notamment pour les villes et pour les pays chauds, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, développer notre façon de faire par rapport à l'eau, plus de couverts, un sol plus vivant, des haies aussi, des écouvents, de mieux gérer l'eau au niveau des pentes, etc. C'est à nous en fait de recréer notre système d'eau et pas forcément de s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes environnements, les mêmes montagnes, les mêmes forêts, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Serge Zakat de préférence pas parce que je l'aime plus que les autres, mais parce qu'il va Vous pouvez partir. l'avouer. Par contre, au niveau de la génétique des espèces, les cépages notamment, les cépages qu'on retrouve dans les vignobles dans le nord de l'Afrique, en Espagne, vont remonter sur le Languedoc-Roussillon parce qu'ils sont plus résistants aux sécheresses et aux canicules, tandis que nos cépages de Languedoc-Roussillon vont plus remonter sur les côtes du Rhône, voire même le Dijonais, et etc. Le champagne se fera en Angleterre. Donc, il y a des aspects à prendre par contre sur la génétique, on n'a pas besoin de réinventer, regardons ce qui se passe au sud, et emmenons aussi nos viticulteurs et nos paysans dans les pays africains et aussi espagnols, ou même en Italie ou en Grèce, de voir les difficultés, parce que c'est les difficultés qu'on aura dans 30 ans. Commencer pas à réinventer toute la roue, mais s'inspirer quand même de ce qui se passe. Ah, je crois que Marc-André a une question pour Serge Zakat. C'est juste une remarque sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on peut aller chercher d'autres cépages. À l'intérieur des cépages aussi, on peut avoir jusqu'à une quinzaine de jours de différence entre différents clones du même cépage en termes de précocité. Mais moi, il y a un truc qui me vraiment sidéré, c'est qu'au moment où on récolte le muscat à Colmar, la muscadine, qui est une vigne asiatique, commence à fleurir. Ça veut dire qu'en fait, il y a un autre réservoir de biodiversité sur la précocité, la capacité, le cycle de développement, puisqu'on veut donc des choses qui vont être capables de faire leur développement un peu plus vite, pardon. Il y a des réservoirs de précocité à aller prendre dans d'autres espèces. Et ça, c'est un truc bon, c'est des espèces qui sont interfécondes avec notre vigne. Ça demande de la sélection. Mais ça veut dire qu'il y a aussi ce ressort-là. Alors vous allez me dire, oh là là, oui, on va nous détruire notre vigne. Alors, je vous rappelle que votre vigne elle est déjà à moitié détruite, parce que la moitié souterraine, c'est des porte-greffes, c'est des hybrides. Il n'y a même pas un pet de vinifera dedans. Donc déjà, la partie de votre vigne qui touche le terroir vu comme le sol, c'est pas de la vigne de chez nous, c'est de la vigne américaine, voire un petit peu métissée d'asiatique dans de rares cas. D'accord ? On a fait une espèce de Frankenstein, où on a greffé un machin américain sur un truc français. Ce qu'on vous propose là, c'est des programmes où justement on fait des pépins, on fait de nouveaux pépins en essayant de recueillir dans d'autres espèces des traits intéressants. Et ça, c'est un truc auquel il faut penser, même si on n'est pas forcément préparé à ça psychologiquement.
Merci. Madame. Oui, bonsoir. Une question pour Monsieur Zaka. Qu'est-ce que vous pensez de l'irrigation des vignes que l'on met en place de plus en plus et que les viticulteurs demandent? En particulier, ils sont poussés à renouveler leurs vignobles en replantant des nouveaux pieds régulièrement, puisqu'ils touchent des subventions pour ça. Et évidemment, les nouveaux pieds, eh bien, ils les irriguent. Et pour faire cette irrigation, on prévoit dans le département de l'Hérault de faire des retenues d'eau en pompant l'eau de l'Hérault, de l'Orbe, du canal, je ne sais plus comment il s'appelle, du Baronne. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Je précise simplement que l'irrigation n'est pas autorisée partout. C'est le cas dans l'Hérault, mais il y a quand même de nombreuses appellations où l'irrigation est encore interdite. Alors, je suis un peu partagé sur l'irrigation de la vigne parce qu'il y a deux cas de figure. Soit on peut irriguer la vigne pour faire du chiffre, soit on peut irriguer la vigne pour faire de la qualité ou de la survie, comme on peut avoir dans les Pyrénées-Orientales. Donc quand il est le cas de faire de l'irrigation pour de la qualité, c'est-à-dire de bien maîtriser le taux de sucre, la concentration de sucre dans la grappe, c'est vraiment de l'irrigation de précision à certains stades particuliers. C'est pas pour faire pousser la vigne et pour faire plus de chiffres. Donc, Ce qu'on appelle communément le goutte à goutte. c'est ça. Alors le goutte à goutte ou l'irrigation enterrée qui coûte peut-être un peu plus cher. Donc il y a deux cas de figure. Il y a l'irrigation de survie pour permettre aux cépages dans les Pyrénées-Orientales de ne pas mourir dans des conditions extrêmement sèches qu'on a actuellement, ou l'irrigation pour permettre de mieux gérer la qualité ou le goût voulu. Et le dernier point, c'est l'irrigation pour faire de l'irrigation, pour faire du chiffre. Là, non, on va pas du tout. On doit, en tout cas. Oui, là, on est dans l'extraction plutôt des ressources. Là, non, d'aller dans ce sens-là, non. Donc, il faut être bienveillant sur le sujet. Si c'est de l'irrigation pour maîtriser mieux le goût, le terroir, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Pas que pour la vigne, mais n'oublions pas le maraîchage également qui a besoin d'eau. L'arboriculture peut être aussi intéressante, bien sûr, avec des pratiques adaptées sur le sol. Parce que si on irrigue de la vigne et qu'on a un sol nu exposé au soleil, bah, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Si on a en parallèle des pratiques adaptées pour garder l'eau qu'on a irriguée dans le sol et éviter de la retrouver dans l'atmosphère, oui, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu partagé. Il faut faire attention dans les cas de figure. En général, les agriculteurs ne demandent plus trop de l'eau, sauf dans certains cas de figure dans les grandes cultures, mais pour le maraîchage, pour l'arboriculture, pour la viticulture, en général, ils ne demandent pas de l'eau pour faire du chiffre, mais là, en ce moment, ils demandent plutôt de l'eau pour faire de la survie. Donc c'est un peu différent. Concernant les retenues d'eau, dans ce cas-là, il peut être intéressant de mieux gérer l'eau au niveau du territoire pour continuer à cultiver. Dans certains pays du Sud, le Liban, d'où je viens, ou l'Espagne, on a des retenues d'eau pour faire du maraîchage. On a des retenues d'eau pour faire, alors je ne parle pas des serres à outrance, mais on a des retenues d'eau pour faire aussi de l'arboriculture, donc des fruits et des légumes, ce qui est extrêmement important pour notre alimentation. On n'est pas là pour arroser du maïs dans notre région en Méditerranée à ce sujet-là. Donc ça peut être important de mieux gérer l'eau et les retenues d'eau, surtout dans les Pyrénées-Orientales. Petite précision, quand vous parlez de retenue d'eau, on ne parle pas évidemment des bassins de Sainte-Soline avec de l'eau qui remonte, mais bien de retenue d'eau du haut. C'est ça. Il y a différentes retenues d'eau. Il y a les mini-retenues d'eau dans l'hydrologie régénérative qui suivent les pentes, qui permet de récupérer l'eau qui a ruisselé sur la parcelle et qu'on récupère dans un coin en fond de parcelle. Il peut y avoir les retenues d'eau collinaires de descente, soit des glaciers dans les Pyrénées ou pas des glaciers mais des ruisseaux dans les Cévennes. Attention cependant aux épisodes cévenols, ça peut coûter cher à refaire tous les ans. Attention aussi à la continuité écologique des fleuves, c'est pas parce qu'on fait une retenue qu'on assèche toute la vallée. Et après, il y a les bassins de pompage d'eau des nappes phréatiques pour les remonter en surface. Ça, c'est plutôt les zones de plaine, où là, c'est plus discutable par rapport à l'utilisation de l'eau et surtout ce qui se passe derrière, à quoi on l'utilise l'eau. Si c'est pour perfuser un système agricole qui est climatiquement à bout de souffle, mais qu'on le perfuse à l'eau pour qu'on continue quelques années encore. Non. Par contre, si c'est pour faire améliorer la génétique des espèces, peut-être planter des espèces qui sont exotiques, le sorgho, la pistache, la cacahuète, des trucs qui consomment moins d'eau, qu'on a des couverts végétaux, qu'on a des légumineuses dans les rotations et qu'on maîtrise mieux des parcelles plus petites avec des haies autour et qu'on maîtrise mieux l'hydrologie, on va dire, du territoire, oui, ça ne me dérange pas en fait qu'on peut irriguer en plus pour supporter tout ça. Par contre, si c'est pour continuer le même système qui ne peut pas vivre sans eau, mais qu'on rapporte de l'eau pour continuer à le faire vivre, non.
là, c'est pas climatiquement viable et dans 10 ans, il faudra une deuxième retenue d'eau. On va vous laisser partir, mais je voudrais vraiment vous remercier d'être venu et d'être Merci resté à jusqu'au vous. dernier moment. Mais ne ratez pas votre train. Oui, alors j'ai l'habitude de rester souvent après les conférences pour le verre et pour écouter les questions que vous avez à me poser. Mais là, mon fils est en réanimation, donc voilà, j'ai une excuse de taille et je dois aller à Purpan ce soir pour passer la nuit avec lui. Donc C'est pas plus facile. important que le verre de l'amitié. Mais merci Voilà. beaucoup. Vous prendrez le verre pour moi. Promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Nous avons quand même 3 formidables invités qui restent. Oui, madame. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quelle perception vous avez de l'agrivoltaïsme. Est-ce que vous posez la question à quelqu'un en particulier ou c'est ouvert? C'est ouvert. Agrivoltaïsme. Quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet? Alors, l'agrivoltaïsme, donc, c'est l'idée de mettre des panneaux solaires dans les champs, soit exclusivement, comme on le voit parfois quand on remonte à Paris en TGV depuis Montpellier, soit un peu comme on fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire d'avoir en dessous des cultures. Alors, il est évident que la première solution, elle ne vaut que si on fait ça dans un sol qu'on ne peut pas utiliser à autre chose. Et quand je dis pas utiliser à autre chose, ça veut dire que c'est un sol qui n'a pas de fonction de production alimentaire, mais pas non plus de fonction écologique importante, comme, je sais pas moi, stocker du carbone, stocker la matière organique, filtrer de l'eau. Bon, donc, dans certaines conditions, pourquoi pas? Sauf que ce que je vois là, moi, quand je remonte en train à Paris, c'est quand même dans des terres qui pourraient produire autre chose. Et là, je suis scandalisé. J'ai vu en Pologne, à côté de Grudziądz, un des plus grands champs photovoltaïques de Pologne. Ça fout les jetons, hein. C'est une surface continue de plusieurs kilomètres carrés, quoi. Et il n'y a plus rien en dessous, parce que là, ils sont à touche-touche. En Pologne, hein, la lumière, pour l'attraper, il faut que les panneaux soient touche-touche. Alors, la question, c'est vraiment de savoir où on le met. Et si vous avez en tête que vous minorez le problème en vous disant que vous mettez ça au-dessus d'une culture, que ça va la protéger, alors il y a des circonstances, hein, il y a des terroirs dans lesquels, effectivement, quand vous mettez des panneaux photovoltaïques, surtout s'ils sont orientables, hein, vous pouvez arriver à protéger les plantes qui sont en dessous d'un excès d'évaporation, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a du vent, c'est asséchant, et éventuellement d'un excès d'insolation. Enfin, ça peut être intéressant techniquement. Bon, sauf que vous pouvez obtenir la même résultat avec des arbres, qui peuvent ou produire des fruits, ou produire de la matière organique, du bois que par exemple vous allez fragmenter, et donc vous allez faire des paillages, pour éviter que les plantes poussent, et ça vous permettra, sans labourer, d'avoir une action herbicide. D'accord? C'est à ça que servait en partie les haies autrefois. C'est qu'on les coupait régulièrement, on broyait ce bois, on en faisait des paillages qui apportaient de la matière organique au sol et faisaient couvre-sol. Donc pensez quand même que si vous voulez utiliser la lumière au-dessus d'une culture qui aura du sol, vous avez aussi les arbres et l'agroforesterie qui existent. En fait, mon vrai problème, il est le suivant. Quand je dis penser, envisager, regarder selon le... c'est qu'aujourd'hui, c'est pas fait comme ça. Et il se passe à propos de notre espace agricole la même chose qui se passe à propos de la matière organique. Une sorte de préemption par les besoins énergétiques, où on se précipite à toute vitesse parce qu'on a besoin d'énergie à tout prix, parce qu'on est accro finalement à la surdépense énergétique. Je ne dis pas ça dans une perspective de pure décroissance, hein, je dis juste qu'on consomme vraiment beaucoup d'énergie, et du coup on a besoin, quand on a une façon d'avoir l'énergie, on y fonce sans avoir une vision globale des choses. Et on retrouve ça avec la matière organique dont on a dit qu'elle est vraiment importante. Bon, éventuellement en couvre-sol pour certaines formes de matière organique, mais pour d'autres, il faut la remettre dans le sol, il faut en ramener dans le sol, parce que c'est ça qui fait que le sol va retenir l'eau. Un sol riche en matière organique retient plus d'eau, 1% de matière organique en plus dans un sol, 10 mm d'eau de pluie retenue. C'est ça l'équation. Donc aujourd'hui, la matière organique, qu'est-ce qu'on en fait? On la met dans les méthaniseurs. Et ça fait du méthane qu'on brûle tout de suite, donc ça refait du CO2. Alors, ce qui est vertueux dans la méthanisation, c'est que le CO2 que vous produisez, c'est du CO2 qui vient de rentrer dans la photosynthèse qui a produit la matière organique que vous utilisez. Donc vous ne faites pas du nouveau CO2. Mais si vous mettez la matière organique dans les sols, elle met entre 10 et 1000 ans à se décomposer.
C'est-à-dire que c'est dans 10 à 1000 ans, enfin, et en fait en moyenne, une centaine d'années, qu'on reverra sortir votre matière organique sous forme de CO2. Franchement, si j'ai de la matière organique et je veux jouer pour le climat, je la méthanise pas, je la mets dans le sol. Surtout qu'en plus, dans le sol, elle me permettra de gérer les problèmes de sécheresse. Vous y êtes? Ah ben oui, mais non. Comme on a besoin d'énergie, on méthanise. Et on développe des méthaniseurs partout. Et dans le nord de la France, il y a des endroits où c'est difficile de porter le regard sans voir un dôme de méthanisation. D'accord? Donc en fait, mon problème, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'on a une vision des territoires et de ce qu'ils peuvent chacun produire le plus? Et là, il n'y a pas forcément de problème. Et par parenthèse, je vais vous avouer, je préfère les éoliennes. Si je regarde leur coût de fabrication, leur impact écologique de fabrication et leur impact écologique, je connais le problème des oiseaux, je le prends en compte, et les chauves-souris, je préfère les éoliennes. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, monsieur? Bonsoir. Oui, juste. Allô, c'est bon. On parle beaucoup de transition, les rapports du GIEC, etc. Actuellement, on parle même d'accélérer la transition. Et je voulais, on a évoqué, Gabi, sur s'engager, la culture, revenir. En fait, la situation est assez urgente. Il faut à la fois tenir compte des cultures et ce qui se faisait avant et qui était tout à fait raisonnable, et des nouvelles découvertes. Et pour ça, on arrive à qu'est-ce qu'on fait. Et donc, ça a été dit tout à l'heure à Fréjorgue, enfin, au Parc des Expositions, dans un peu la même conférence. Il faut toucher l'État, évidemment, et la PAC. Vous avez dit les chiffres sont importants. Il faut aussi que la société civile, les associations, créent un mouvement et disons, attaquent plutôt les lobbies agroalimentaires, les banques. Et, enfin, ça se fait, tout le monde le dit, mais ce n'est pas encore assez efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut toujours positiver d'une certaine façon. Parce que si on voit la catastrophe partout, tout horrible, on ne va pas s'en sortir. On a besoin de se donner la main. On a besoin évidemment de s'engager. En fait, l'homme est le problème, mais l'homme est aussi la solution du problème. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, on n'a pas d'autre choix que d'être engagé. C'est déjà, on ne va pas dire que c'est trop tard, parce qu'on a encore le temps. On a un impact, nous avons un pouvoir, tout le monde a un pouvoir quelque part. On peut tout faire. Tout le monde ici peut faire quelque chose. Mais il faut le faire. C'est une question de volonté aussi. Et c'est sûr que l'État en est pour beaucoup, mais nous aussi, dans notre petite vie, dans notre petit monde, à chaque fois qu'on fait un choix de consommation, à chaque fois qu'on se déplace, c'est pas pour culpabiliser, parce que c'est horrible, la culture de la culpabilité. Sinon, c'est horrible aussi, on ne s'en sort pas. Mais je pense qu'on a un pouvoir. Et je pense qu'il faut positiver ces pouvoirs. Et évidemment, je pense qu'on est engagé, on n'est pas. Hein. C'est déjà presque trop tard. Vous voulez ajouter quelque chose, Laure? Est-ce que Mais on vote tous les jours, à chaque fois qu'on choisit comment on mange, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit. On vote toujours. Je rappelle juste qu'il y a un scrutin début juin qui sont les européennes. Donc regardez bien les programmes de chacun et regardez si ça parle de nourriture. Moi, j'aimerais bien que sur chaque programme électoral aux prochaines élections en France, il y ait ce que mangent les candidats. Vraiment, ça nous en dirait beaucoup sur leur projet de vie. C'est sûr. je crois qu'il est l'heure. S'il y a une dernière question, voilà, monsieur sera le dernier. Bonsoir à tous. Du coup, moi j'avais une question, c'était par rapport, vous avez parlé de production de vin bio, mais vous avez parlé aussi d'exportation de ce vin bio, Madame Verdeau, c'est bien ça. Et donc, moi ma question elle est très simple, exporter du vin bio, c'est pas un peu contradictoire? Voilà. Alors, déjà, le capitalisme ne s'arrête pas à la porte du bio. Hein, et le bio n'est pas sous cloche, un paradis de bisounours où on serait tous locavores. Le bio, souvent, moi, on me dit oui, non, mais moi, je mange pas bio, je mange local. Bon, alors,
Jean-Michel, on reprend les bases. Le label bio, ça dit quoi ? Ça dit un mode de production agronomique. Ça dit comment c'est fait et ça dit pas où. Et ça dit pas non plus que la marchandise est privée de circulation. Actuellement, on a quand même des marchandises qui cumulent des miles autour de la planète. Juste que pour vous ayez un ordre d'idée, le taux d'export, il est quand même très faible. Il y a une demande mondiale, pour toute proportion gardée. Là où le bio exporte 39% de sa valeur, le cognac, c'est 95%. Donc, en matière de circulation, ce n'est pas le bio qui est le plus emblématique. En revanche, tout le monde n'a pas la capacité de produire du vin. Donc, on ne peut pas non plus être égoïstement assis sur notre stock et ne pas partager tel des Picsou. En revanche, ayez en tête que, en fonction que le bio va vous donner l'indication de comment c'est produit agronomiquement, mais ce n'est pas un code postal. Donc, si vous voulez être ultra locavore dans votre consommation, c'est très bien, mais à produit local égal, moi, mon job, c'est quand même de vous informer sur le fait que si vous prenez un label bio, vous êtes sûr qu'au moins, il y aura un rendement écologique à la suite de ça. Donc, effectivement, le bio n'est pas sorti, n'est pas sous cloche. Je comprends tout à fait. C'est comme les gens qui me disent oui, mais le bio espagnol, il y a du plastique autour des fruits et légumes, il y a des plastiques dans les serres. Là encore, le bio n'est pas un cahier des charges d'emballage. On parle aussi beaucoup de la main-d'œuvre exploitée clandestine en Espagne. Ce n'est pas un label du droit du travail. Dans le bio, il y a des principes, mais ces critères-là ne sont pas examinés. Donc, ça ne dispense pas le consommateur de retourner encore le produit, lire, s'informer, en plus du label bio. Voilà. Et alors, effectivement, moi je souscris à cette réponse. Vous avez une philosophie qui vous porte vers le bio, mais le bio n'est pas cette philosophie. Il en est un maillon. Et c'est vrai que j'ai essayé de vous faire violence tout à l'heure en vous disant que peut-être l'avenir c'était d'avoir des vitis vinifera, donc des vignes européennes métissées avec des vignes venues d'ailleurs, des vignes immigrées. Pour finir d'être détestable. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que donc finalement tout le vin qu'on va boire tout à l'heure ne partira pas à l'exportation, donc il va falloir qu'on s'y mette. Et la mauvaise nouvelle par contre, c'est que dans le coût carbone de la production du vin que vous consommez, dans l'impact carbone de la filière, la bouteille c'est entre 30 et 40%. Parce que c'est très lourd à transporter, on les transporte à vide, on les refait. Alors, j'ai découvert au Canada par exemple, où j'étais l'autre jour, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, j'étais allé porter la bonne parole sur les sols qu'au Canada, en plus, leurs bouteilles, ils les font arriver d'Europe, vides, pour mettre leur vin en bouteille. Bon, ils n'en produisent pas. Alors, donc, il y a un vrai problème derrière ça, et la question qu'il faut qu'on se pose, on est tous attachés à notre bouteille. Puis alors, en plus, plus la bouteille, elle est chic, plus elle a le cul enfoncé. Et plus elle est lourde. Donc, ça fait plus de vin. Et puis elle est lourde, puis elle a le cul enfoncé, et là, ça y a encore plus de matière. Ça, c'est le reste du poinçon. Oui, le cul enfoncé des bouteilles, c'est le reste du poinçon. Vous savez, avant, on soufflait la bouteille, donc ça faisait une bouteille ronde. Et pour qu'elle puisse tenir sur la table, soit on la mettait dans des tresses de paille, soit, tant qu'elle était encore un petit peu molle, on lui enfonçait le cul pour faire un truc un peu stable. Et c'est resté sur les bouteilles moulées parce que c'était l'habitude. On n'a pas du tout besoin que le cul soit enfoncé. C'est du verre en plus, c'est du poids en plus. Oui, mais une belle bouteille, elle est lourde et elle a un cul enfoncé. Bon. Donc, en fait, la question, c'est ce qu'il ne faudrait pas, à part peut-être pour certains vins destinés à des vieillissements, est-ce que de façon courante, le bag-in-the-box n'est pas la meilleure solution ? Bah oui, surtout qu'en plus, lui, on ne l'ouvre pas, donc il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Le jour suivant, le vin est toujours aussi impeccable quant à l'oxydation. 3 semaines plus tard, même. 3 mois plus tard, des fois. Si on a le courage de le garder aussi longtemps. Juste un chiffre que l'ADEME partage avec... Peut-être, oui. L'empreinte environnementale d'un aliment, en général, c'est 20% le transport et c'est 80% la mode de production. Donc souvent, il vaut mieux un produit plus écologique qui vient d'un peu plus loin parce que c'est quand même là où ça se joue, c'est sur le mode de production. L'impact d'un tracteur, il n'est pas dans son réservoir de fuel, il est dans l'épandeur et dans ce qu'il répand dans la nature. Donc, une fois de plus, là encore, vous avez le choix devant vous, bio ou pas bio, et vous ajoutez le kilométrage ou pas dans l'équation. Merci, j'en profite qu'on termine sur une note joyeuse. Un mot de fin, non ? C'est bon ? Pour vous dire que c'est fini, mais d'abord pour vous remercier, vous avez été super attentifs. Et j'espère qu'on pourra discuter un petit peu après. Et puis remercier quand même nos invités parce qu'ils ont été vraiment super.